Bonjour, Julia Grignon. Je suis professeure d'université à Laval et à Paris-Panthéon-Assas où j'enseigne le droit international humanitaire. Je suis aussi directrice scientifique de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et actuellement je préside une sous-commission à la CNCDH en action humanitaire et droit international humanitaire. Aujourd'hui, on évoque le droit international humanitaire au travers le numéro 27 de la revue Alternative humanitaire qui offre un regard croisé sur les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza. Alors évidemment, c'est le dernier rempart. Le droit international humanitaire, c'est tout ce qui reste dans le chaos quand il n'y a plus grand-chose. C'est un droit qui a été créé pour ramener un peu d'humanité dans la guerre, si toutefois c'est possible, puisque la guerre est en elle-même inhumaine. Et c'est ça le point de départ qu'il faut avoir à l'esprit quand on aborde ce droit, c'est que c'est un droit de dernier recours en fait. C'est un droit qui fixe des lignes rouges, mais pas du tout un droit qui va fixer des standards à atteindre. Maintenant, est-ce qu'il est respecté ou violé? Bien sûr, il est violé de manière massive, et ça c'est évident dans tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans la presse conventionnelle, dans les rapports documentés d'organismes internationaux, devant les juridictions internationales, notamment lorsqu'il y a des poursuites pénales, donc bien sûr des violations massives. Par ailleurs, je suis convaincue qu'il est aussi respecté, mais c'est très difficile de le prouver. Alors d'abord parce qu'on a plutôt tendance à rapporter les violations que de rapporter les moments où le droit est respecté. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est lorsque, en Ukraine, puisqu'on parle de ce contexte, certains soldats russes ont été accueillis dans des villages par des civils et qui leur ont dit « mais pourquoi vous arrivez, on ne comprend pas, il n'y a pas la guerre ici, retournez en Russie ». Et donc ils ont été capturés, ils ont été parfois remis aux Ukrainiens, et on a vu beaucoup d'images circuler. Et on a vu des mises en scène avec des dames qui leur donnaient des soupes, ils pouvaient téléphoner à leur maman, il y en a qui étaient en pleurs, il y a eu des fausses conférences de presse. Tout ça, c'est une violation de l'article 13, si je ne me trompe pas, ou 12, de la Convention 3 de Genève qui protège les prisonniers de guerre. Et on ne doit pas montrer, on ne doit pas soumettre à la curiosité publique des prisonniers de guerre. Et là, il y a eu un dialogue avec les autorités pour leur dire « vous ne devez pas faire ça ». Et à partir de ce moment-là, eh bien, les images ont été floutées. Et donc, on a vu des images, et les journalistes ont réutilisé des images, mais systématiquement en floutant le visage des prisonniers de guerre. Ça, c'est un moment où on respecte le DIH, mais à aucun moment on se pose cette question et on va devoir l'expliquer. Par ailleurs, si maintenant on prend l'exemple de Gaza, alors à Gaza, à mon avis, c'est très difficile parce que l'ampleur des destructions laisse peu de doute sur l'ampleur des violations du droit international humanitaire. Mais je suis aussi convaincue que certaines frappes, certains comportements dans la conduite des hostilités sont respectueux du droit international humanitaire. C'est-à-dire que ça veut dire que parfois sont effectivement visés des biens ou des personnes qui sont des objectifs militaires, et les règles relatives à la proportionnalité et aux précautions ont probablement été respectées. Mais vous voyez que j'emploie un vocabulaire au conditionnel, parce que pour ça, il faut que je sache quels étaient les éléments qu'avait à sa disposition le commandant qui a donné l'ordre de mener une frappe. Et aujourd'hui, je n'ai pas ces éléments à ma disposition. Et par ailleurs, même plus tard, les forces armées donnent très peu d'éléments sur la manière dont ils mènent leurs opérations. Donc c'est très difficile de documenter le respect. Mais je veux quand même redire que les faits aujourd'hui montrent qu'il est aussi massivement violé dans la bande de Gaza. Alors effectivement, la notion de génocide, c'est une notion qui est, je dirais, très crispante. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on la mobilise, voilà, ça suscite des débats extrêmement polarisés. Alors c'est la force du droit, c'est de ramener un peu d'apaisement. En droit, en fait, c'est une notion qui est assez bien décrite. Il y a eu des jugements qui ont condamné des individus pour génocide, et il y a également des jugements là de la Cour internationale de justice et qui vont chercher de la responsabilité étatique. Et donc ça, c'est déjà pour le crime de génocide une particularité. Il faut distinguer la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale individuelle. Et donc elle se joue, cette responsabilité, donc sur deux terrains distincts. En ce qui concerne la définition juridique du génocide, il s'agit d'un acte, par exemple le meurtre, des atteintes à l'intégrité physique, soumettre une population à des conditions d'existence devant entraîner sa disparition, qui sont commises dans l'intention de détruire un groupe. Et ce groupe est spécifique, c'est un groupe national, ethnique, racial ou religieux, et à l'exclusion de tout autre groupe. Donc c'est une définition qui est très fermée et qui comporte une spécificité parmi tous les crimes internationaux, c'est qu'il faut qu'il y ait une intention spéciale. Il faut qu'il y ait une intention de détruire en tout ou partie un groupe.
Et l'autre spécificité, c'est que pour être reconnu coupable de génocide, lorsqu'on est un individu, il n'est pas nécessaire qu'on soit parvenu à ses fins. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que cette population ait effectivement été détruite en tout ou partie. Il faut simplement prouver que des meurtres ont été commis, par exemple, ou que la population a été soumise à des conditions d'existence devant entraîner sa disparition, et que tout ça a été fait dans une intention de détruire ce groupe en tout ou partie. En droit, le crime de génocide aujourd'hui, pour poursuivre les individus, on le trouve défini dans le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Et si on parle de crime des crimes, et s'il suscite, comme je l'ai dit, beaucoup de crispations et de débats polarisés, en réalité, c'est un crime international comme les autres crimes. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Simplement, le crime contre l'humanité, c'est un crime qui s'inscrit dans l'intention, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Alors que le crime de guerre, c'est le crime qui est commis dans le cadre d'un conflit armé. Donc en fait, un meurtre peut être à la fois un crime de génocide, un crime contre l'humanité et un crime de guerre. Mais les conséquences juridiques froides sont les mêmes pour chacun de ces crimes. Les personnes doivent être poursuivies, faire face à un juge, et ensuite elles vont être condamnées, et elles peuvent être condamnées à la peine maximale qui est la réclusion à perpétuité. Là encore, je pense qu'il y a un double sens. Il y a un sens politique et un sens juridique. En ce qui concerne le sens juridique, le fait que la Cour pénale internationale émette des mandats d'arrêt, c'est une étape dans la procédure. Donc il y a une enquête. Le procureur arrive au terme de son enquête à la conviction que des crimes sont commis et il demande à une chambre d'émettre un mandat d'arrêt pour que la procédure puisse se poursuivre devant la Cour. C'est-à-dire que ça déclenche au plan juridique les poursuites contre ces individus et ça déclenche un certain nombre d'obligations pour les autres États qui sont partis au statut de Rome. Et donc notamment, tous les États partis au statut de Rome, il y en a 124 aujourd'hui quand même, ont l'obligation d'arrêter ces personnes si elles se rendent sur leur territoire et de les remettre à La Haye pour qu'elles puissent y être jugées. Donc elles doivent collaborer avec la Cour pénale internationale. Et puis ensuite, donc, la documentation des faits va se poursuivre et idéalement, ces personnes vont être présentées à un juge, jugées et condamnées s'il est confirmé qu'elles ont commis ces crimes. Ensuite, ce que ça vient dire aussi, l'émission de ces mandats d'arrêt, c'est qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'aujourd'hui, dans la bande de Gaza, sont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Au moment du jugement, il faudra le prouver au-delà de tout doute raisonnable. Ici, c'est simplement des motifs raisonnables de croire, mais c'est déjà un indicateur qu'il y a une forte probabilité pour que ces crimes soient effectivement commis. Et ça va produire d'autres formes de conséquences plutôt externes à ces mandats d'arrêt. L'une en particulier, c'est que aucun État ne doit contribuer à la commission éventuelle de ces crimes. Et donc, notamment, tous les États devraient arrêter de transférer des armes vers Israël, puisqu'on peut s'attendre que ces armes pourraient être utilisées dans un contexte où des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité sont commis. Alors je crois qu'aujourd'hui, le droit international humanitaire, que les forces armées appellent parfois le droit des conflits armés, et là je veux profiter de l'occasion pour dire que ce sont deux expressions parfaitement synonymes, je crois aujourd'hui qu'il a toute sa place au sein des forces armées françaises. On peut le voir d'abord parce qu'en février 2023, l'armée a publié un manuel de droit des opérations militaires. Et ça, c'est la doctrine française en matière de droit des conflits armés ou de droit international humanitaire. Et donc, ça nous donne en fait l'interprétation que font les forces armées de l'ensemble des règles du droit international humanitaire. Et quand on lit ce manuel, il y a une conformité, alors je ne pourrais pas le dire totale parce que je n'ai pas lu dans tous les détails le manuel, mais en tout cas, il y a une très grande convergence avec ce qu'on trouve dans les traités internationaux. Donc en fait, les traités internationaux sont intégrés dans les doctrines militaires et en France, ça passe par ce manuel. Et puis ensuite, le droit international humanitaire, il est traduit dans des règles d'engagement. Et ça, c'est les conseillers juridiques en opération, lorsqu'ils sont déployés avec des commandants dans les forces armées. Et ça, c'est important de le préciser. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul commandant qui va être déployé dans une opération extérieure sans avoir au moins un conseiller juridique, voire deux. Alors, c'est du conseil, hein. Ce n'est pas eux qui prennent la décision, c'est le commandant qui prend la décision, mais ils vont donner un conseil. Et ils vont établir des règles d'engagement. Et les règles d'engagement qu'ils vont donc donner aux soldats, hein, jusqu'au bout de la chaîne hiérarchique, vont être en conformité avec le manuel de droit des opérations militaires et donc
avec le droit international humanitaire qui est à l'origine de ce manuel. Donc je suis assez convaincue aujourd'hui qu'il est très bien intégré, que dans les exercices, il est également intégré pour créer des réflexes dans le temps de paix et que lorsque une guerre survient, eh bien, ces réflexes soient mis en œuvre. En ce qui concerne maintenant le rapport entre les ONG et les forces armées, alors je ne suis pas au milieu de ces interactions, mais de ce que je peux en voir et en comprendre, d'abord il y a un dialogue. Que ce soit à Paris, voilà, dans certaines occasions pour justement affiner certaines interprétations, mais aussi lorsqu'ils sont déployés en opération. Les ONG vont dire aux militaires où est-ce qu'elles sont déployées, où est-ce qu'elles travaillent, pour que les militaires dans leurs opérations en tiennent compte et évitent de porter préjudice à l'action humanitaire de ces organismes. Ensuite, il faut être très prudent dans les interactions entre les deux. C'est très bien qu'ils dialoguent et qu'ils se parlent, mais c'est aussi extrêmement important de dissocier les activités militaires des activités humanitaires. Les humanitaires doivent faire de l'humanitaire, les militaires doivent mener des opérations militaires. Et il ne faut pas flouter tout ça, parce que sinon, on risque de faire en sorte que l'action humanitaire puisse être visée, puisque perçue comme une opération militaire. Donc il est extrêmement important pour les organismes humanitaires qu'elles mènent leurs opérations en pleine indépendance et selon leurs principes, impartialité, neutralité, sans interférence du militaire. Le militaire, lui, a l'obligation, et c'est une obligation juridique, de protéger et de faciliter le travail des organisations humanitaires et de respecter et de protéger le personnel humanitaire et de ne jamais viser des personnes qui déploient de l'assistance humanitaire. Merci beaucoup. Merci à vous.